première table ronde du Hub Éco que l'on va vous présenter. Mais avant, je voudrais vous parler un peu de la philosophie de cette démarche pour revenir à certains constats. Parce qu'on s'est aperçu, et vous le vivez aussi, qu'on se pose toujours la question et la vision des choses est complètement différente en Corse. Alors, faut-il voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine? Et dans notre société méditerranéenne, mettre en exergue ce qui va mal et occulter ou minimiser ce qui va bien est un peu dans les gènes. C'est un peu une posture, je dirais, ancestrale et culturelle. Il y a 20 mois, quand CM Holding est entré au capital de Corse Matin et m'a demandé de porter, avec d'autres, un projet éditorial, nous avons pris le parti de bousculer un peu les codes. Au-delà de couvrir toute l'actualité insulaire, qui est notre première mission, le moment était venu également d'ouvrir les pages de ce quotidien qui fait partie, je dirais, du patrimoine de la Corse et même plus loin, d'ouvrir ces pages donc à la réussite, aux initiatives, aux projets innovants et aux idées, de présenter les femmes et les hommes qui excellent dans leur domaine d'activité et d'aider celles et ceux qui veulent créer en Corse. Vous avez pu le constater, la Corse avance, vous en êtes aussi des acteurs. Des Corses réussissent chez eux, mais aussi ailleurs. Il y en a aussi dans ces stades qui l'ont démontré. Alors, le Hub Éco que nous lançons avec cette première table ronde est la suite logique de cette démarche. Nous voulons parler de l'avenir, construire l'avenir avec vous et mettre à profit votre expérience, votre expertise. Et nous avons donc choisi le tourisme comme premier thème avec un constat. Les initiatives individuelles et privées ont apporté, on peut le dire, une plus-value à la destination corse. Et les exemples sont nombreux en matière de transport maritime, dans l'hôtellerie de luxe, dans les produits dits identitaires. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui marchent. Alors, avant de lancer notre débat, Julia Sanguinetti nous présente le Hub Éco, un projet qu'elle porte. Et je crois qu'on va donner un peu le mode d'emploi de ce hub. Alors d'abord, merci à tous de vous être déplacés, de participer à ce premier débat qui est finalement le lancement de cette nouvelle démarche que Corse Matin met en place et que l'on a nommé le Hub Éco. Le Hub Éco, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la volonté pour Corse Matin de prendre sa place en tant qu'acteur économique aussi. Comment? En restant dans son rôle, et Thomas l'a rappelé, son rôle premier qui est celui de diffuser l'information, bien sûr, mais aujourd'hui en créant une plateforme pour mettre en réseau les acteurs économiques de l'île, que ce soit des acteurs institutionnels ou privés, permettre des débats comme celui qu'on initie aujourd'hui et auquel vous allez participer, nourrir le débat économique, d'une part. Donc cette mise en réseau avec l'organisation de débats. Mais surtout, permettre au Corse Matin d'être l'outil qui va permettre aux acteurs économiques de trouver un espace de communication, bien sûr, de débat, évidemment, mais aussi leur permettre de diffuser leur actualité et leurs informations essentielles. Ça va se diviser en plusieurs supports. Vous allez bien sûr avoir le quotidien, qui aura un espace dédié à l'économie, le site internet qui ouvre une rubrique dédiée au Hub Éco, qui sera entièrement dédiée aux acteurs économiques et partenaires du Hub Éco, de manière à diffuser tout au long de l'année leur actualité, leurs événements, leurs besoins de prise de parole, et le magazine Impresa, qui est un tout nouveau magazine que on vous a distribué ce matin, dédié à l'économie, et donc dédié à vous qui êtes tous des acteurs de l'économie insulaire. Voilà. Donc ce premier débat aujourd'hui sur le tourisme avec des intervenants que Thomas va nous présenter et bien entendu vous tous qui êtes amenés à participer, à poser des questions, à donner votre avis ou à nourrir le débat de votre expertise, parce que tous, autant que vous êtes, chacun dans le secteur dans lequel vous exercez, vous avez une expertise.
par rapport au développement économique d'une part, et par rapport au tourisme, bien sûr, qui est un des éléments clés et essentiels de notre développement économique et de notre économie. Voilà. Alors, présentation des invités. Jean-Luc Michaud. Alors, il me faudrait une bonne dizaine de minutes pour dérouler son CV. On va faire court. Enfin, on va essayer de faire court. C'est une carrière assez riche, notamment et surtout dans le domaine du tourisme. Il a été consultant auprès de l'OCDE, de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale du tourisme et de l'Union européenne. Il a été rapporteur à la DATAR du premier schéma national du tourisme français. Donc, ouais, il a été là depuis de nombreuses années. Il a été co-inventeur du Conservatoire du littoral, très cher à la Corse. Directeur national du tourisme, également au ministère des Finances, créateur de l'Observatoire national du tourisme. Et en 2007, il fonde avec d'autres personnes l'Institut français du tourisme, dont il est depuis l'origine le président exécutif, donc une référence en matière de tourisme. Jean-Pierre Pinel, professionnel, représentant aujourd'hui du Cercle des Grandes Maisons, propriétaire de la villa à Bastia, à Coracalvi, pardon, un des fleurons de l'hôtellerie en Corse, et qui était précurseur. Et quand je parlais d'expérience individuelle et privée, je crois que Jean-Pierre Pinel, avec sa réussite, en est un exemple. Et puis, bien entendu, il fallait que le politique soit là, et le politique est représenté par Daniel Charavin, qui est le directeur de l'Agence du tourisme de la Corse. On sait que depuis la loi de décentralisation, le tourisme fait partie des compétences de la CDC, ex-CTC, ex-région. Donc voilà, il représentera tout ça et nous parlera du projet que porte l'Agence du tourisme de la Corse et des projets en matière de développement touristique. Présentation du thème donc avec Julia Sanguinetti. Alors, le constat que l'on a fait, le fil conducteur du thème aujourd'hui, c'est l'idée que le tourisme, qui représente donc 30% du PIB chez nous, ce qui est extrêmement lourd et important, en fait bien évidemment un secteur central. Il a connu tout au long de son parcours, si l'on peut dire, des évolutions constantes. Il en connaît de nouvelles aujourd'hui, notamment avec des changements de comportement des visiteurs, des voyageurs, des vacanciers, comment les appeler, c'est aussi une des questions. En tout cas, aujourd'hui, il y a un changement de comportement des visiteurs. On a identifié, mais on peut se tromper, et bienvenue aux remarques qui seront faites, qu'il y a deux facteurs aujourd'hui qui peuvent influer sur le changement de nos comportements. C'est la communication récurrente sur le changement climatique, sur la protection de l'environnement, qui influence le public. Et comment aujourd'hui, une île comme la Corse, qui est une île méditerranéenne, qui est une île de bord de mer, une île de bord de mer, c'est un peu, oui, c'est effectivement, mais qui en tout cas a un littoral qui attire. Elle est aussi une montagne, mais elle a un littoral qui attire. Comment aujourd'hui elle se met en capacité d'adapter son offre à ce changement de comportement des visiteurs. Et puis, il y a l'utilisation du numérique, évidemment, qui ouvre et qui place aussi tous les territoires touristiques sur un marché avec une concurrence qui est de plus en plus prégnante, de plus en plus rapide aussi. Et comment, aujourd'hui, les acteurs économiques, les acteurs du tourisme peuvent espérer placer la Corse et continuer à inscrire la Corse sur le marché en restant concurrentiel dans ce fourmillement d'utilisation du numérique. Il y a bien entendu bien d'autres facteurs qui influencent le comportement des visiteurs. Mais voilà, globalement, le fil conducteur, c'est comment aujourd'hui on arrive à adapter l'offre de la Corse et comment on valorise les atouts de notre île, qui en a une multiple collection, par rapport à ces enjeux et ces changements de comportement. Jean-Luc Michaud.
Jean-Luc Michaud, tourisme et environnement, c'est un thème qui finalement vous a suivi tout au long de votre parcours, en tout cas très tôt, à une heure où le public n'était pas forcément très sensibilisé à la question. Aujourd'hui, par rapport à tout ce que l'on constate aujourd'hui, quelle est la manière dont la Corse peut s'y prendre pour répondre à tout ça ? Merci, bonjour à tous. D'abord, je crois, comme vous le montrez aujourd'hui, et je voudrais d'abord saluer, avant de venir au fait, cette initiative prise par Corse Matin et ses équipes de consacrer le premier des débats du EBECO au sujet du tourisme, et considérant ainsi que ce sujet est, y compris, si ce n'est d'abord du point de vue économique, un sujet majeur pour le devenir de l'île, de ses habitants, de son rayonnement, de son attractivité sans doute, et aussi d'un devenir durable. J'emploie le terme à dessein parce qu'il nous faut sur ces sujets, je crois, raisonner sur le long terme et en s'appuyant aussi sur les constatations que nous pouvons faire, des éléments positifs comme moins positifs qui ont pu jalonner l'évolution du tourisme partout dans le monde, en France et en Corse en particulier. Ce qui veut dire qu'il nous faut cette dimension à la fois rétrospective pour agir de manière pertinente ou plus pertinente sur l'avenir, mais aussi une vision large géographiquement. Pardonnez aux géographes d'employer ce terme, mais je crois qu'il a ici un sens particulier, compte tenu des qualités de l'île de Beauté, c'est-à-dire nous situer, comme vous l'avez esquissé, dans un contexte qui est en mutation très rapide à l'échelle mondiale. Et l'on ne peut plus, aujourd'hui bien sûr, envisager l'avenir d'une destination, aussi spécifique soit-elle, comme c'est le cas de la Corse, sans se référer aux grandes mutations qui affectent le tourisme mondial sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan technologique. Ces mutations sont considérables, je ne ferai pas un petit cours là-dessus, tout le monde les a en tête. L'Europe, de ce point de vue, pâtit certainement d'une forme de stagnation dans l'évolution de ses qualifications touristiques par rapport aux enjeux mondiaux et à la concurrence internationale, la France en particulier. Aujourd'hui, les bassins émetteurs se déplacent de l'Europe, qui représentait, d'après les statistiques de l'OMT, qui sont elles-mêmes sujettes à caution d'ailleurs, parce qu'on n'y prend que les passages aux frontières et non pas les mouvements touristiques qui s'expriment in fine en unité de compte commune, c'est la nuitée. Mais si l'on se réfère aux statistiques de l'OMT, l'Europe, qui représentait il y a 30 ans 60% des flux mondiaux, n'en représente que moins de la moitié aujourd'hui, toujours en nombre de passages aux frontières, ce qui veut dire qu'en nombre de nuitées, c'est beaucoup moins. Et, à l'inverse, les nouveaux marchés émetteurs, mais aussi les nouvelles destinations, se situent beaucoup plus dans la zone Asie-Pacifique. Ce n'est pas seulement cette zone, mais elle est prégnante, et ces grands déplacements expliquent en partie que l'Europe perde des parts de ce marché dans le monde et que la France tire son épingle du jeu modestement de ce point de vue, puisque le marché français est un marché mature, pratiquement. L'évolution du pouvoir d'achat et la part consacrée au tourisme et aux loisirs par les Français est quasi stagnante depuis des décennies. Il faut le savoir, et les statistiques de l'INSEE le confirment, malheureusement. C'est dire que les perspectives de progression quantitative, je ne dis pas qualitative, proviennent notamment de l'ouverture internationale croissante que la France a pu réussir d'une certaine manière, mais qui malgré tout compense à peine l'évolution des départs des Français vers l'étranger. Ceci, pour situer le tableau un petit peu général, c'est que rien n'est acquis. Rien n'est acquis, y compris pour ce que l'on qualifie volontiers de première destination mondiale, certes en nombre d'arrivées, en sachant que la France est une plateforme et donc largement une zone de passage pour le tourisme européen. Dans ce contexte-là, nous voyons que le tourisme est à la fois, et en Corse peut-être en particulier, un sujet qui est à la fois un sujet de division et un motif de rassemblement. C'est un sujet de division par les contradictions qui le traversent.
Vous venez d'évoquer les contradictions qu'il peut y avoir entre le développement et la protection, qui sont des phénomènes constants en matière de tourisme, et qu'en effet, on pouvait relever déjà, voici 40 ou 50 ans, dans des publications, pour tous ceux qui connaissent le terrain, et vous en êtes, c'est une évidence. Une construction en bord de mer, c'est un élément qui altère le paysage. Et néanmoins, c'est une source d'emploi, peut-être, de devises, peut-être, une création de richesse aussi. Les contradictions sont donc multiples entre développement et protection. Elles sont aussi importantes culturellement entre les visiteurs et les visités. Mais tout cela change à une vitesse extraordinaire. Je voudrais vous citer une anecdote. Aujourd'hui, lorsqu'on se rend dans un pays qui a quelques liens avec la France et la francophonie, je pense à la Nouvelle-Calédonie. On vous fait visiter, on vous fait rencontrer les tribus Kanak. Et aujourd'hui, dans certaines de ces tribus qui, pour la première fois, peut-être rencontrent des touristes autrement qu'individuels, vous avez un échange qu'on n'imaginait pas et qu'on n'imagine pas ici. Les touristes qui photographient les chants et les danses folkloriques, qui serrent la main avec componction des responsables de la tribu et des autres, ont en retour la surprise de se voir photographiés par les mêmes appareils que ceux dont chacun dispose, par les membres de la tribu, qui ont le plaisir d'accueillir des visiteurs dont ils souhaitent, parce que ce sont des curiosités, garder la trace et le souvenir. Il y a dans ces découvertes réciproques un changement de paradigme qui s'opère et qui culturellement peut avoir des répercussions assez profondes dans ce que peut être un tourisme demain. Je ne dis pas que l'on va passer du compliqué et du conflictuel à tout le monde s'embrasse. Non, il y a derrière cela évidemment des intérêts économiques, il y a derrière cela des enjeux culturels, politiques, territoriaux. Donc ne soyons pas naïfs, mais constatons que la révolution que vous évoquiez sur le plan du numérique, sur le plan de la mobilité et des transports, s'accompagne aussi d'un risque de perte des repères, c'est une évidence, mais aussi d'un risque de perte des ressources. Aujourd'hui, et je crois savoir qu'en Corse même, des entreprises, des plateformes mondialisées, anglo-saxonnes, comme Airbnb, Booking, n'en parlons pas, etc., prélèvent naturellement sur la ressource qui peut être collectée et redistribuée localement une part considérable. Juste un temps par rapport à la première partie, on reviendra sur oui. le numérique parce que c'est vrai que ça a changé complètement les habitudes des voyageurs. C'est un sujet suivant. Et sur la première partie, nous aimerions avoir l'avis de Jean-Pierre Pinel et de Daniel Charavin par rapport à cette confrontation culture-développement qui est aussi, comme en Nouvelle-Calédonie, encore ici, elle a été peut-être un peu plus violente, on arrive à un stade. Alors, je commençais par Jean-Pierre Pinel et par rapport aux propos tenus par Jean-Luc Michaud. Alors, les propos, je m'en réjouis. D'abord, merci de nous avoir invités et de m'avoir invité en tant que socio-professionnel à votre premier événement. Mais les propos sont satisfaisants dans la mesure où ils sont la stricte description aujourd'hui du phénomène touristique et de ce qui se passe aussi bien dans toutes les... C'est devenu planétaire, il est évident, le mouvement touristique. Il est une des industries majeures, puisqu'il est à peu près, je crois, de 8 à 10% en fonction des pays. Et chez nous, il est de 30%. Mais surtout, pour apporter un détail supplémentaire à votre brillante explication, c'est qu'on s'attendait à ce que la vague de l'Asie-Pacifique arrive en Europe et on s'aperçoit que c'est la vague européenne qui va vers l'Asie-Pacifique. Donc c'est ce qui explique un peu cette perte de clientèle et ce nivellement de fréquentation qui s'est fait, par exemple, on l'a vu cette année, puisque toutes les régions européennes, tant bien que mal, ont gardé leur niveau de fréquentation. C'est nous qui sommes en baisse importante. Il faut s'interroger, se poser la question.
Monsieur Charavin, Daniel Charavin, par rapport à ce premier constat et cette opposition. Sur la partie purement tourisme. Prenez le micro, s'il vous plaît, rapprochez le micro. Pardon. Sur la partie simplement tourisme et culture, c'est vrai qu'il y a une vraie question. On sait que le principal moteur aujourd'hui de déplacement des gens, c'est en fait la culture, et ce qui se développe le plus, c'est le tourisme urbain. Actuellement, c'est le premier. Alors, ça ne veut pas dire que les gens vont forcément visiter les monuments ou les éléments, mais ça veut dire qu'ils veulent aller dans des endroits où, quand ils tournent, quand ils lèvent les yeux, effectivement, c'est baigné. Il y a une mise en valeur du patrimoine qui peut commencer par être, effectivement, les habitations des gens. Ce n'est pas nécessairement des sites patrimoniaux. Par contre, il y a deux aspects quand on voit la culture. Le premier, on peut se demander si finalement le tourisme il est acculturant ou pas. Soit on le folklorise, et là, ça devient effectivement totalement acculturant. C'est le folklore, c'est-à-dire qu'on ferme, et puis on montre, et puis on fait des danses, on explique comment on était avant. Moi, je verrais plutôt, et puisque c'est l'esprit du corps ce matin, le verre plutôt à moitié plein, en remarquant que beaucoup de destinations ont vu, en tout cas, redévelopper des savoir-faire ancestraux qui, sans le touriste, n'auraient jamais été remis au goût du jour. C'est-à-dire qu'il devient de ce côté-là un élément vecteur de on retrouve les valeurs, on retrouve des choses, effectivement, parce qu'il y a une appétence des touristes pour ce genre de choses-là. À Marrakech, on n'aurait jamais vu, par exemple, il y a des défauts sur la destination, mais effectivement, on a vu tous les savoir-faire, artisanaux, ornementaux, tout ça, ça ressurgit alors que ça n'existait plus. Voilà. Et connaissant bien le pays pour y avoir habité, je peux vous dire que ça a vraiment bouleversé tout. Maintenant, sur la partie plus environnementale, puisque c'était effectivement le sujet, il y a deux aspects, nous, sur l'environnement. Et on subit aujourd'hui, vous le savez, les effets climatiques, etc., qui ne sont pas sans conséquences pour notre île. D'ailleurs, cette année, on en a vu une conséquence. C'est la revanche des destinations de l'Atlantique. C'est bien. Et là, si c'est la revanche de l'Atlantique versus la Méditerranée, c'est bien une question climatique. Très, très honnêtement, eux ont tous gagné, pratiquement, on y va très vite. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous avez la météo à 15 jours, et qui est quasiment fiable. Et aujourd'hui, comme on sait qu'on est dans des ventes de dernière minute, eh bien, au dernier moment, on dit, voilà, il y a une fenêtre météo, j'y vais. Est-ce qu'un ouragan dans les Antilles a une conséquence et des répercussions sur le tourisme en Europe ? Il faudrait qu'il y ait vraiment un ouragan. Non, pas l'ouragan, je veux dire au niveau des flux de clientèle. C'est-à-dire, est-ce que la météo intervient énormément dans le choix des destinations ? Dès lors qu'il y a des ventes de dernière minute, et dès lors qu'on a une météo qui est extrêmement fiable et de plus en plus tôt, la réponse est oui, en partie. Bien entendu, pas pour les grands séjours. Quand on vient passer un mois dans un endroit, c'est pas très grave. Mais sur du court séjour, et aujourd'hui, c'est ce qui se développe de plus en plus, oui, vous n'allez pas passer 3 jours en sachant qu'il y a un ouragan. Moi, j'annule mon billet si je sais qu'il y a un ouragan. Donc voilà, tout simplement. D'autant plus que maintenant, on a des systèmes remboursables, des systèmes aujourd'hui qui s'adaptent là-dessus. Ça, c'est la première conséquence. Mais il y a une deuxième conséquence, deux autres conséquences importantes sur notre île. La seconde, c'est effectivement le réchauffement climatique, puisqu'on a aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il faut qu'on investisse encore dans des stations de sport d'hiver ? En Corse ? Faut-il qu'on investisse dans les canots à neige ? Ça nous est demandé par des stations aujourd'hui. Alors que la plupart des stations de moyenne montagne actuellement en Europe, aujourd'hui, sont financées, y compris par l'Europe, pour changer le paradigme et trouver d'autres alternatives à ça. Et troisième élément, et celui-ci, il est peut-être moins visible, c'est le CO2, ou alors ou les bateaux qui aujourd'hui sont obligés, qui sont dioxyde de soufre, qui sont obligés de s'adapter. Qui dit s'adapter, ça veut dire quoi ? Investissement. Qui dit investissement, ça veut dire le prix du billet qui va monter. Forcément. C'est ce qui est en train de se passer. Je vous annonce déjà pour la saison prochaine, tout le monde s'affole en disant les prix du bateau explosent. Une des grandes parties du coût du bateau, c'est qu'effectivement, on a contraint ces bateaux avec l'environnement à utiliser des carburants beaucoup moins souples que le fioul lourd, et que ces carburants, ils coûtent plus cher. Et je ne vous parle pas des cheminées qu'il faut rajouter, des filtres à particules, etc., qui sont des gros investissements. Ça va forcément se trouver sous le prix du billet. Pour une île, c'est très, très important. Voilà. Une île entourée d'eau, comme disait l'autre. Voilà. Julien. Juste à tous les trois, avant qu'on passe la parole à la salle ou aux questions de la salle sur ce thème-là. Donc là, on fait un constat par rapport à ces changements de comportement. D'abord, j'aurais aimé savoir si Jean-Pierre Pinel, par exemple, en tant qu'acteur de terrain, vous constatez ces changements de comportement. Et ensuite, en quelques mots chacun, aujourd'hui, l'offre de la Corse a-t-elle besoin, et dans ces cas-là, comment vous imaginez qu'elle doit aujourd'hui s'adapter à ces changements de comportement ? De quoi a-t-elle besoin pour s'adapter à ces changements de comportement ? Jean-Pierre Pinel. Mais écoutez, de toute façon, les changements de comportement ne sont pas assujettis simplement à la Corse. Les comportements
sont divers et variés, et surtout en Europe, il est évident que même si la Corse est un des, je dirais, un outil et une destination qualitative sur certains points, les comportements aujourd'hui, Daniel a bien souligné, hein, il y a un glissement en quelques années de 30% de clientèle qui était attirée par les grandes villes et l'urbain. Aujourd'hui, c'est 70%, parce qu'il y a un phénomène culturel. Les mentalités et les civilisations, je dirais, se transforment. Il y a une métamorphose, et les comportements font qu'on va vers... c'est pas les hôtels qui remplissent les musées de Paris et tout ça, ce sont les musées et tout l'aspect culturel qui remplissent les grandes agglomérations. Et là, on pêche en Corse. On pêche, si vous voulez, d'infrastructures de culture, de loisirs. Il n'y a pas de golf, il y a très peu de théâtre. On a un théâtre, un pseudo-théâtre à Bastia. Donc, quand vous posez la question aux transporteurs aériens, alors je ne vais pas citer de nom, et qui vous disent pourquoi que vous ne mettez pas d'avion à telle période, ceci, cela, sans pour cela prendre leur défense. Ils vous disent, quand vous allez passer un séjour à Bastia ou à Ajaccio avec votre épouse ou votre compagne, qu'est-ce que vous y faites au mois d'avril? Quand vous venez à Calvi au mois d'avril, qu'est-ce que vous y faites? Donc il y a à la fois une carence en termes de structure d'animation et de loisirs, que ce soit au niveau de l'activité sportive ou culturelle. Et à partir de ces constats, il est évident qu'on aura des difficultés à allonger nos saisons. C'est en définitive ce qui prime là-dessus. Et donc, à partir, si vous voulez, quand on a fait ce constat, et on en a fait depuis des années, il va falloir trouver des solutions et vite les appliquer. Même question, Jean-Luc Michaud, par rapport au comportement. Les voisins sont beaucoup mieux placés que moi pour parler de ce qui manque ou de ce qui porte le tourisme corse. Pardonnez-moi, néanmoins, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, à la fois du point de vue général et particulier. Du point de vue général, que le tourisme est aussi un facteur extraordinaire de protection et de mise en valeur des patrimoines. C'est un élément d'identité fort, ça peut l'être, et pas seulement un destructeur, naturellement, comme on le présente trop souvent. Donc de ce point de vue, oui, le tourisme en Corse peut être aussi un révélateur des richesses, souvent méconnues ou pas suffisamment mises en valeur, des terroirs, aussi bien d'ailleurs dans la montagne, dans les espaces ruraux qu'en ville. D'autre part, changement de comportement. Oui, là je reviens tout à fait. Il y a 50 ans, le développement majeur du tourisme de masse, du tourisme, etc., s'est fait sur l'idée qu'on allait sur la plage se reposer. Parce qu'à l'époque, l'essentiel de l'activité était encore des secteurs primaires et secondaires, c'est-à-dire des métiers souvent manuels, des métiers physiques, des métiers à la chaîne, etc., qui appelaient ensuite un repos compensateur. Et donc la plage était en effet le lieu idéal avec ce qui l'entourait pour y procéder. Aujourd'hui, au contraire, on est dans une société de tertiaire, voire de quaternaire, du point de vue de l'emploi, des qualifications, et on ne va pas se reposer d'un travail physique épuisant pour la majorité des actifs, mais au contraire d'un stress urbain ou lié à la pression d'un travail tertiaire, ça existe aussi, et cela demande en effet d'autres horizons, des éléments de comportement complètement différents, la recherche d'activités notamment culturelles, de détente, de loisirs, d'ouverture vers l'autre, de découverte de nouveaux horizons, notamment culturels, dont la ville porte souvent, en effet, beaucoup plus les richesses que la plaine de la Brie ou des terres agricoles classiques. Donc il y a changement des besoins, changement des comportements, changement, par conséquent, du type d'offre à mettre en valeur. Je m'arrête là. Bon. Daniel Charavin, sur ce même thème. Après, on va demander au... Ce qui a porté le tourisme, c'est amusant parce qu'en fait, le tourisme en Corse, il a vécu plusieurs cycles. Ce qui a porté le tourisme, globalement, je ne vais pas reprendre toute l'histoire, mais c'était l'itinérance. La Corse, lorsqu'elle s'affichait, on venait faire le tour de Corse. Et donc, l'ensemble de l'infrastructure, y compris l'infrastructure hôtelière, c'est basé sur de l'itinérance. C'est-à-dire, on passait la nuit dans un établissement hôtelier, le matin, on repartait sur un autre hôtel, etc. Ce qui a été profondément bouleversé, c'est qu'on est passé...
Cette itinérance, c'est devenu extrêmement faible. Elle ne dépasse pas 20 à 25% aujourd'hui du tourisme corse. Il y a toujours des tours de Corse, etc. Donc, elle était fondée sur le paysage essentiellement. Donc, l'hôtellerie, finalement, elle était intéressante, mais ce n'était pas fondamental. Quand on veut y passer une nuit, vous arrivez le soir à 21h et vous repartez à 6h du matin dans le car ou en voiture, ce n'est pas le cas. On est passé à une hôtellerie de séjour. Et là, c'est une vraie transition et qui nous pose un énorme problème parce que énormément de notre infrastructure, je dirais, de séjour et hôtelière, elle est quand même toujours basée sur la nuit. La nuit, vous l'acceptez, mais une semaine dans le même établissement, vous l'acceptez pas. Ça, c'est pas possible. Et énormément. Alors, ce qui a tiré la Corse jusqu'à maintenant, effectivement, ce sont ces paysages, la qualité de ces sites, mais ce sont aussi quelques acteurs qui sont arrivés avec des produits totalement différents, qui permettent aujourd'hui de passer un séjour effectivement assez complet, avec du service associé, avec un tas de choses. Voilà, Jean-Pierre a un établissement qui, lui, effectivement, on se voit très bien passer une semaine de séjour ici, ou dans cet établissement aussi, mais parce que derrière, il y a effectivement un environnement, il y a des services, il y a de la thalasso, il y a des gens qui sont là pour assurer un service complémentaire, et c'est l'hôtellerie de séjour. Ce mouvement est un peu compliqué parce qu'on a pratiquement 2/3 de l'hôtellerie corse qui n'est pas configurée comme ça, c'est-à-dire que personne ne passerait plus d'une nuit. Et donc, alors certains, bien entendu, ont déjà investi, à peu près 1/3 de l'hôtellerie corse investi. Le reste, il en reste 2/3. Et c'est ceux-là qui sont souvent le plus en difficulté. Et on le voit sur certaines stations, nous, je pense à Porto, pour ne pas la citer, éventuellement, qui étaient des endroits où on allait, effectivement, le tourisme a changé, vous passez plus une semaine. Et en plus de ça, on a des voitures plus confortables. Alors, ce qui fait qu'effectivement, des routes qui s'améliorent, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le séjour corse, c'est un endroit ou deux, ou trois, la majeure partie, bien sûr, il y a toujours autre chose. Et ensuite, on rayonne à partir de là. D'accord. Et donc voilà, effectivement, ça, c'est effectivement ce qui a fondé. Et c'est vrai que les quelques acteurs ont amené. Maintenant, ce qu'il faut, effectivement, qu'est-ce qui manque, c'est des contenus. C'est évident que c'est des contenus. Jean-Pierre a totalement raison. On vient en Corse, on est une île, on fait déjà un effort de se déplacer. Pourquoi faire ? Il faut qu'il y ait des contenus. Et comme le tourisme, c'est une coproduction publique-privée, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un magnifique hôtel, ni comme ici, il faut que l'environnement aussi, les accès, enfin tout marche. Donc il faut que le public et le privé s'adossent. Et comme on est dans une île, petite île, avec des petits nombres, on est contraint de trouver un modèle qui n'existe nulle part ailleurs pratiquement. On n'a pas le même modèle à Majorque. Ils ont des îles, il y a plein de monde en ce moment. Si vous y allez demain soir, vous allez dans un restaurant de Majorque, vous allez voir du monde. Vous allez aujourd'hui dans les rues de Calvi, on se demande s'il y a un scud qui est tombé. Il n'y a personne. Donc en fait, mais ce n'est pas le fait c'est que nous sommes très peu nombreux. Donc il faut qu'on réfléchisse à comment on tourne ça en valeur. Et qu'est-ce qu'on fait derrière ? Alors, par rapport à ces premiers constats, après on parlera du tourisme 2.0. Oui, Jean-Pierre Pinet, vous voulez ajouter quelque chose ? Juste ajouter, puisque c'est Daniel qui me fait rebondir en citant les rues de Calvi, c'est qu'il y a obligation d'un effort des collectivités publiques. Il y a besoin à ce que les collectivités prennent conscience qu'ils sont partie intégrante de l'organisation de l'activité touristique. Et c'est là où c'est qu'ils ont besoin d'investir et besoin de se mettre au goût du jour. Certaines le font. J'ai pris la précaution en fin de saison de faire un petit peu le tour en Corse et j'ai vu qu'il y en a qui s'améliorent parce que les maires, les élus en ont pris conscience. Mais il faut aller au-delà de façon à ce que le touriste soit, comme vous le disiez très justement, le visiteur et le visité sont en harmonie et que ça soit une vraie rencontre. Et chez nous, dans une île, c'est indispensable, parce que quand on vient en Corse, vous le savez, il y a toujours un a priori, même si... Alors bien sûr, ceux qui sont habitués, après, s'y font, mais cette rencontre est importante, et pour que cette rencontre soit qualitative, il faut que les collectivités publiques s'investissent là-dedans aussi. Alors, dans public, est-ce qu'il y a... Bon, je vois qu'il y a des gens qui sont dans le tourisme, dans des communes, il y a le président du MEDEF qui est là, il y a des gens qui sont des acteurs aussi. Alors, est-ce qu'il y a des réflexions ou des questions dans la salle par rapport aux interventions qui concernent cette première partie, les comportements, et puis un constat du tourisme en Corse et de l'offre touristique en Corse ? Vous avez bien placé, mon cher ami, alors, par rapport à Ajaccio. Présentez-vous, parce que bon, si la moitié des personnes vous connaissent, la moitié ne vous connaissent pas. Donc, je suis Pierre Pouliez. Ça va marcher, ça va marcher. Oui, voilà, allez-y. Ça fonctionne. Très bien. Bon, je vous remercie, cher ami. Alors, bien évidemment, donc Pierre Pouliez, donc je suis adjoint au maire d'Ajaccio, responsable du tourisme pour la ville d'Ajaccio, mais également la communauté d'agglomération du Pays ajaccien, qui est quand même, peut-être le souligner, peut-être le premier bassin de vie de Corse, puisque c'est quand même un bassin de vie qui rassemble 90 000 âmes.
donc ce qui n'est pas rien à l'échelle de la Corse pour 330 000 habitants. Et si on va un peu plus loin, donc l'unité géographique qu'est le golfe d'Ajaccio, donc on dépasse bien évidemment les 100 000 habitants. Et je pense que, comme on discutait tout à l'heure, tout le monde comprendra pourquoi ça a été aussi la première destination touristique quand le tourisme a commencé à la fin du 19e siècle à s'ouvrir à la Corse, au départ de la Riviera française de Nice. Alors, bien évidemment, tout ce qui a été dit est fort intéressant et très à propos sur l'économie touristique mondiale et sur ce qui se passe en Corse, à travers la vision du professionnel, avec la réflexion de l'Agence de tourisme de la Corse et bien sûr du professionnel qui est M. Michaud. Et je dois dire que je suis très intéressé parce que nous-mêmes, sur Ajaccio, on a commencé déjà à développer depuis 2 ans ce genre de réflexion, et pas que des réflexions, on est déjà passé à l'action, notamment dans tout ce qu'on peut appeler, on peut qualifier d'écotourisme ou slow tourisme, puisque depuis déjà 2 ans, par exemple, à la manière de ce qui se passe chez les Kanaks, on propose, par exemple, des visites guidées d'un nouveau genre. Hein. Il ne s'agit plus d'aller visiter des vieilles pierres ou des chemins qui nous amènent sur les moulins d'antan, mais aussi de faire partager des expériences avec les gens qui y vivent, hein, c'est-à-dire ceux qui sont en capacité de vous transmettre leur âme, leur histoire. Et c'est ce qui touche aujourd'hui, effectivement, le tourisme, à travers tout ce que vous avez été dit, c'est ça, c'est-à-dire se retrouver ce qui était fondamental dans la démarche touristique, c'est-à-dire toucher au cœur le client, le touriste. S'adapter aux nouvelles demandes. Alors, quand on parle moi de nouvelles demandes, je trouve que le mot est un peu voyé. Il ne s'agit pas de nouvelles demandes, il s'agit d'une véritable recherche d'autre chose. On parle de plage, on parle de soleil, on parle de tout ce qu'on veut, mais il y a une certaine lassitude aussi dans tout ça. Pourquoi ? Parce que ce sont des univers qui se sont tellement mondialisés, qui se sont tellement accélérés grâce au transport, aux moyens de transport. Alors, il y a le transport aérien, le transport bateau, il y avait le transport bateau, le transport aérien, il y a le transport par Internet de l'information, on en a aussi parlé. Mais c'est tellement vulgarisé qu'aujourd'hui, les populations qui se déplacent pour un week-end vont venir chercher autre chose. Et ce qui est cette autre chose, c'est ce qu'il faut inventer. Alors, on essaye de l'inventer sur Ajaccio, sur la communauté d'agglomération, sur notre territoire, depuis maintenant 2 ans, en faisant une nouvelle offre, une nouvelle proposition. On parlait tout à l'heure des Kanaks, je vous dis, aujourd'hui, on ne va plus visiter le village d'Afa ou le village de Péry simplement pour aller voir le clocher de Péry ou simplement ce qu'on peut faire au four à pain, mais on veut faire partager une véritable expérience. Et donc, on va à la rencontre des gens et on a toujours des référents sur place, des anciens, comme on dit, hein, qui viennent vous faire partager leur vécu et leur histoire. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui marche énormément. On a d'ailleurs une demande qui est énorme, qui explose, donc on n'arrive même plus à fournir avec nos offres guidées. Napoléon est une valeur sûre ? On en a d'autres. Mais est-ce que ça reste une valeur sûre ? Pour Ajaccio, c'est une valeur structurante. Napoléon, comment ne pas se saisir du mythe napoléonien quand cet enfant prodigue... Est-ce qu'il est suffisamment exploité ? Elle n'a jamais été exploitée jusqu'à présent, et puis on commence à l'exploiter depuis maintenant 3-4 ans, à travers des reconstitutions historiques, et pas de folklore, je tiens à le préciser, parce que c'est un univers qui est très pointu et très précis, l'univers de la reconstitution. À travers cela, à travers cette année, on a vécu le 250e anniversaire, et je pense qu'à travers toutes les prestations qui ont été fournies, tant à la bibliothèque municipale qu'au musée Fesch, que nous-mêmes avec l'Office de tourisme, je pense qu'on a pu qualifier qu'il y avait vraiment, dans cet univers particulier qui est l'univers napoléonien, je dirais, matière à proposer des offres de services vraiment très diverses et très variées. Donc, Napoléon, pas que. On a inauguré également un cycle sur, par exemple, Tino Ross, qui est aussi quand même un enfant important de la ville d'Ajaccio, en faisant partager aux touristes non seulement la découverte des lieux de vie de Tino Ross, de Tino, mais également le faisant partager des moments de vie de Tino à travers des voix, à travers des rencontres particulières. Donc, il y a effectivement, pour ces formes de tourisme, une appétence, Daniel l'a dit, très importante. Il ne suffit pas d'en parler, il faut le faire. Excuse-moi, je voudrais finir. Et oui. Je crois que la grande difficulté, quand on parle de
l'importance de la jonction des politiques publiques et privées en matière de tourisme. Je pense que ce qui est important aussi pour les hommes publics, pour la politique publique, c'est de faire, c'est de passer de l'idée à l'action. Et quand on arrive à passer à l'action, on se rend compte qu'on est en capacité de faire changer les choses. Bon, je ne parlerai pas de tout ce qui est en rénovation sur la ville, mais ça, je pense que quand on voit les travaux qui sont entrepris... La campagne n'a pas encore commencé. Non, alors, sur ce sujet-là, je crois que Jean-Luc Michaud et ensuite... Une parenthèse sur Tino Rossi. Vous savez qu'il y a 5 grands artistes qui ont vendu plus de 500 millions de disques. Tino Rossi en fait partie. Jean-Luc Michaud, vous vouliez compléter les propos de Pierre Pouliez. Oui, et ceux de Jean-Pierre à l'instant. Mais là, c'est plus qu'une parenthèse à propos de Napoléon. J'étais frappé. J'ai beaucoup travaillé avec la Russie, avec la Chine, etc., les tours opérateurs, les académiques, tout ce qu'on veut, les pouvoirs publics, les ministres. Napoléon est la personnalité française la plus connue en Russie, en Chine, peut-être avec De Gaulle, peut-être plus récemment, mais donc, j'allais dire, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre pour la France et pour la Corse. Le nombre, y compris dans les réunions bilatérales officielles au plus haut niveau avec la Russie, par exemple, au moment de l'année culturelle franco-russe qui devait relancer, après l'affaire des Mistral, etc., et l'invasion de la Crimée, relancer la coopération entre la France et la Russie, la demande des Russes, c'était « établissez-nous des circuits Napoléon jusqu'en France et en Corse ». Et nous n'avons pas répondu à cette demande parce que la France a toujours une forme de réticence pour honorer la statue du commandeur Napoléon. Voilà. Donc il y a peut-être un problème là aussi culturel qu'il faut sans doute dépasser, parce que si l'on veut mettre en valeur les ressources patrimoniales de la Corse, c'est très large. Et sur ce point, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par monsieur le maire en particulier et par mon ami Daniel, à savoir que ce que recherche le touriste, par-delà les effets de mode, par-delà les temps, c'est au fond la recherche de la différence. Et la différence, elle se retrouve à travers l'authenticité que la destination peut exhaler, en quelque sorte, mais exalter aussi, aux yeux et au ressenti du visiteur. Et cette mise en valeur du patrimoine, cette mise en valeur des ressources qui sont à la fois culturelles, mais aussi paysagères, mais aussi monumentales, etc., c'est, au fond, le meilleur fonds de commerce, pour parler vulgairement, du tourisme. Mais c'est aussi la plus grande chance que l'on peut avoir dans une région qui possède tellement de virtualité que la Corse, aussi parce que ces virtualités ne sont pas exploitées en bonne partie, et qu'elles peuvent l'être d'une manière, et je termine là-dessus, qui associe nécessairement l'ensemble des acteurs, publics et privés. Et je crois que ce qui fera le succès, mais là c'est un point de vue tout à fait extérieur, ce qui fera le succès d'une politique durablement porteuse pour le tourisme en Corse et donc pour la Corse, c'est véritablement l'association des acteurs dans l'élaboration de cette perspective et de ce devenir commun. Ce sont des mots, et il faut les faire passer en actes et en projets à travers les projets. Pour rester dans le thème, juste un constat. Lorsqu'on voit le Puy du Fou, avec De Charette, qui n'est peut-être pas un héros national, mais en Vendée, peut-être oui, on peut s'imaginer que Napoléon pourrait avoir ce genre de manifestation, parce qu'il faut souligner que le Puy du Fou, c'est un des parcs, enfin je ne sais pas quel est l'intitulé exact, qui est le plus connu et le plus visité dans le monde. On est parti d'un personnage historique vraiment d'une région précise, et non pas le rayonnement qu'a Napoléon dans le monde. Pensez-vous, Jean-Luc Michaud, qui connaissait un peu ce domaine également, qu'il y a la place en Corse pour un Puy du Fou version Napoléon? Je ne sais pas. Je vois que le Puy du Fou s'exporte en Russie, par exemple, et que des parcs de loisirs sur le modèle et parfois sur les thématiques voisines de celle du Puy du Fou sont demandés par Vladimir Poutine lui-même, d'ailleurs, y compris aux animateurs et à De Villers. Est-ce qu'on peut transposer? Je ne sais pas. La grande difficulté, mais c'est un enjeu extraordinaire, et la question que vous posez, elle peut être un élément de catalyseur de Parce que beaucoup le de Puy choses. du Fou n'a jamais bénéficié d'argent public. Tout à fait. C'est parti d'une association. Tout à Ça fait, aussi, tout à c'est un fait. exemple. Mais aussi, c'est énormément de bénévolat. Oui, mais c'est après, ça. c'est énorme. L'ensemble des acteurs du Puy du Fou Mais sont des les bénévoles. Corses ne sont population pas bénévole. mauvais en bénévolat, dans le domaine du bénévolat. Non, mais il faut du nombre. Il faut beaucoup. On est sur des petits nombres, des petits pays. Il faut qu'on soit conscient que nous, notre ville d'Ajaccio, c'est un village de Sardaigne.
Et nous, on se voit grand, on se voit effectivement. Donc c'est un vrai sujet, ça. Le sujet, c'est, on est petite, encore une fois, petite économie, très petite densité, une destination verte qui nous a fait dire d'ailleurs, mais finalement, quand on est en face d'autres, parce qu'on est dans un bassin méditerranéen, on a des concurrents tout autour de nous. Même si nous sommes, je prends pour la France cette année, en 2019, nous avons été encore une fois élus par l'écotouristique, le monde du tourisme, hein, destination préférée des Français. C'est-à-dire que c'est là où les gens voulaient venir en masse. Le numéro 2, je le disais tout à l'heure, c'était Majorque. Le 3e, c'est la Crète. Le 4e, c'est la Sardaigne. Viennent après Santorin, etc. Mais c'est la Corse. Les gens ont envie de venir chez nous. Alors évidemment, pour l'été, c'est relativement facile. On a effectivement une promesse qui est qui est en compétition. On est très bon. On a un territoire magique pour ça. Après, la question, c'est effectivement de le faire avant et après. Sur quoi on peut se positionner? Autour de nous, on en parlera peut-être tout à l'heure en économie, on n'a que des pays qui ont des charges sociales d'entreprise, pour créer une entreprise, qui sont nettement moins élevées. Il n'y a même pas de SMIC en Italie, en Portugal, il doit être à 700 ou 800 euros, à Malte, il est à 500 euros. Voilà, on a ces gens-là. Donc, comment on peut se positionner? Si on va en frontal, on essaie de faire la même chose qu'eux. En plus de ça, autour de nous, on a les meilleurs du monde en patrimoine. Hein. L'Italie, Malte, il y a du patrimoine. Vous allez à Majorque, c'est exceptionnel en patrimoine. Voilà, autour de nous, il y a des très forts. Donc nous, peut-être un personnage, effectivement, ça j'en suis persuadé, peut être un grand phare. Il nous faut un phare. Le problème, c'est qu'on a 360 communes, on ne peut pas avoir 360 phares. Il faut qu'il y en ait un, deux, et après, on irrigue autour de ça. Mais si chacun veut son truc dans sa commune, on ne va pas s'en sortir. Donc il faut effectivement arriver par capillarité. Et là, la difficulté que nous avons chez nous, elle est beaucoup celle-ci, c'est que chacun fait un truc dans son coin, dans son endroit. Et on est une île où il y a 4 aéroports. Moi, j'ai fait. Et vous êtes là pour ça, cher Alain, vous représentez là cet essai. Et la stratégie, c'est vous qui organisez ça. Et donc la stratégie globale, elle s'est dit, mais comment on fait? Mais la seule manière aujourd'hui qu'on a, alors je ne sais pas si on va y arriver, hein, c'est un beau challenge, en 10-15 ans, on s'est dit qu'il faut qu'on se positionne différemment. Qu'est-ce qu'on a de différent? On voit toutes les îles se positionner sur le vert, l'économie, l'environnement, etc. Ben, nous, on va le faire aussi, sauf que nous, la promesse, on peut la tenir. Parce que si vous regardez la Corse vue d'en haut, c'est la seule île qui soit verte, qui ait de l'eau, qui est 200 sommets à plus de 2000 mètres, etc. Donc ça, personne autour de nous là. Donc c'est ce qu'on effectivement va faire en amont, mais ça suppose effectivement quelques années, parce qu'il y a d'autres sujets d'environnement qui posent problème aujourd'hui. Il faut d'abord résoudre cela. Mais c'est l'axe qu'il faut qu'on ait, absolument. Absolument. Deuxième thème, est-ce qu'il y a... Je crois qu'il y a le président du MEDEF, Charles Soukarid, qui voulait intervenir par rapport à la question économique. Pas spécialement, mais... Merci donc d'avoir organisé ce premier Hub de l'éco. Je pense que c'est le premier d'une longue série, j'espère, parce que c'est très intéressant qu'on puisse se réunir entre professionnels. Après, il est difficile d'intervenir derrière 3 professionnels comme ça qui connaissent leur métier sur le bout des doigts. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier que l'hôtellerie-restauration, c'est 25% du PIB de la Corse. C'est un quart des richesses de la Corse. Donc il faut absolument, et c'est ce que j'entends, qu'on se réinvente sur l'offre commerciale qui est faite pour le touriste. Parce qu'aujourd'hui, la consommation, si on peut donner ce mot, la consommation touristique a changé. C'est-à-dire qu'avant, ils venaient parce qu'on avait des belles plages, des belles montagnes, les forêts vertes. Mais aujourd'hui, on le voit hein, dans les débats qui se tiennent, c'est qu'on demande plus du patrimoine, des visites de musées, des golfs, évidemment. Il faut développer cette offre-là. Alors, c'est vrai qu'on n'est que 330 000, mais on a quand même beaucoup de touristes qui viennent l'été. La réflexion, c'est de savoir comment on peut faire pour rallonger cette saison, parce que les professionnels du tourisme ont beaucoup de mal à vivre sur des saisons. Allez, on va se faire plaisir, on va dire de 4-5 mois, mais la véritable saison, c'est 1 mois, 1 mois et demi, avec les charges sociales dont on parlait par rapport aux pays limitrophes. Comment on peut être compétitif? Aujourd'hui, Internet a ouvert le monde entier à tout le monde. La baisse des transports, on voyage beaucoup plus facilement. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut, je crois, se poser un moment et réinventer l'offre touristique qu'on pourra faire de A à Z. C'est-à-dire du transport à l'arrivée du touriste, l'offre qu'on pourra faire, et ensuite au départ. Il faut travailler, et ça c'est ce que j'entends, et c'est la volonté apparemment du représentant de la CDC, qu'on puisse travailler tous main dans la main, public, privé. Si on ne travaille pas ensemble, on ne pourra pas avancer. On est tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et si on ne travaille pas ensemble, chacun, et vous le disiez il y a 2 minutes, va travailler dans son coin. Et si on travaille dans son coin, on va faire qu'un peu de saupoudrage. Alors que si on a une véritable vision globale des choses, eh ben,
on mettra peut-être, on aura plus de chances en tous les cas, de mettre l'outil, le bon outil, là où il faut. Donc moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est votre volonté de travail public-privé, et nous, privé en tous les cas, et je pense que Jean-Pierre Pinel ne peut qu'acquiescer, on sera disponible pour travailler autant que faire se peut. Pierre Pouliez, vous voulez rajouter quelque chose? Après, on va passer au deuxième thème. Attendez, on va vous passer le micro, Pierre. Simplement pour rebondir sur l'exemple du contre-exemple de l'antithèse du Puy du Fou, ça démontre simplement une chose, c'est que tout est possible. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est simple. Alors, pendant des années et des décennies, on s'est posé la question, mais quel tourisme pour la Corse? C'était, je pense, la mauvaise idée. Hein, parce que le tourisme, il est multiforme. Donc, c'est tous les tourismes qu'il faut pour la Corse. Et s'il y a 360 communes en Corse, c'est qu'il y a 360 spécificités qu'il faut être capable d'identifier et capable d'irriguer. Et irriguer le territoire, c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui sur la communauté d'agglo. Hein, c'est pas une ville-centre, c'est un territoire. Voilà. Et l'un se nourrit de l'autre. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Julia Sanguinetti, deuxième thème. Oui, alors Jean-Pierre Pinel, je crois, veut rajouter quelque chose. Je voudrais, suite aux propos de Daniel Charavin et du président du MEDEF, premièrement, sur les aéroports. Je pense que, Daniel, les aéroports sont la chance de demain pour la Corse, parce que notre réseau routier étant ce qu'il est, et qu'il n'y a plus d'argent public pour l'améliorer, on pourra l'entretenir tant bien que mal, et il est en très mauvaise étape dans certains endroits. J'ai mis 1 heure de plus que d'habitude hier soir, car il y a une forte circulation, et on n'est que mi-décembre. Imaginez-vous ce que ça doit être au mois d'août. Donc, il faut faire de ces 4 plateformes, dans l'urgence, des plateformes d'excellence. Et baser le flux, qu'il soit local, du transport, de nos autres, et du tourisme, sur des 4 plateformes d'excellence. C'est ce qu'on a critiqué jusqu'à présent, et ce qu'il faut aujourd'hui remettre en évidence. Car nos ports sont déficients aussi. Nos ports ne vont plus être adaptés aux bateaux de la nouvelle génération. Ils vont être plus tellement adaptés parce qu'ils sont pour souvent en centre-ville et qu'il y a un problème de pollution. Vous le vivez à Ajaccio, du moins ça en fait débat. Moi je ne le vis pas, mais ça en fait débat. Donc il y a des choses à revoir. Le président parlait de golf. Il est évident que pendant 20 ans, on s'est battu pour avoir des golfs. Les golfs nous ont effrayés. Mais je pense qu'il va falloir trouver des infrastructures de loisirs. Je vais vous faire une confidence. Sous l'ère Jean Baggioni, j'avais proposé à Jean Baggioni un plan golfique, 7 golfs. Et ce plan golfique échappait à ce qu'on a tendance à appeler chez nous la spéculation immobilière. Le projet que j'avais proposé était un golf 18 trous entouré d'un circuit de VTT avec un centre hippique et surtout un théâtre de verdure. Imaginez-vous si on avait eu 7 golfs et 7 théâtres de verdure. Moi, je vais voir des spectacles qui m'intéressent à Ramatuelle. Je me déplace 4 fois par an, en plein été, pour voir Laurent Gérard, pour voir des trucs qui me plaisent, à Ramatuelle. Alors, il y a le festival de guitare à Patrimonio. Il y a quelques associations qu'il faut féliciter, parce que le bénévolat de nos associations, les pauvres sans moyens, font des miracles. Moi, je le vois à Calvi, mais elles disparaissent les unes et les autres. Regardez, le Festival du Vent a disparu, le Festival de Jazz, parce que manque de moyens, manque de public. Tout ça, il va falloir quand même qu'on s'y attaque, il va falloir être quand même une fois pour toutes. Et comme Daniel le disait, il faut étaler nos saisons. Moi, j'ouvrais 10 mois dans le cercle. Écoutez, quand j'ai voulu créer le cercle des grandes maisons, il y a 15 ans, je n'ai trouvé que 5 maisons. 5 ans après, j'en ai trouvé 12 ou 14. Aujourd'hui, on pourra en mettre 40 ou 50. Donc l'offre s'est améliorée, on ne peut pas le contester. Sauf que c'est parmi les maisons du cercle, nous étions 12 à ouvrir 10 mois de l'année. Il n'y en a plus aucun qui ouvre à 10 mois de l'année. Moi, j'ai réduit à 5 mois et demi parce que je ne peux pas étaler mes saisons. Et le coût, les coûts sociaux, les coûts fiscaux, et ils sont là, ils sont devant nous. On fait partie d'un pays qui a une lourdeur fiscale, sociale et très, très forte. Donc, toutes ces choses-là, et là, je rejoins le président, c'est que je pense que si nous arrivons à créer une structure, Daniel, qui puisse associer à la fois le privé et le public avec une réflexion beaucoup plus globale et qu'on partage, comme on le partage aujourd'hui, nos idées. La Corse est très grande. Vous savez, je viens 1 fois par an à Ajaccio. Les distances dans cette île, c'est une contrainte majeure. Je ne viens qu'une fois par an. Parce qu'on a plus facilité, si vous voulez, des fois, je vais vous citer des anecdotes. Vous savez, je suis très lié avec José Rossi à l'époque. Et quand on décidait de se voir avec José, on se voyait à Paris.
parce que ça nous paraissait tellement plus facile de faire 1h30 d'avion que de faire les 3h30 de voiture que j'ai fait pour aller à Ajaccio. Donc, toutes ces petites contraintes, ces petits aléas, il faut les prendre en compte. Mais je reviens, Daniel, sur mes aéroports. Je ne voudrais pas que ce soit mal exprimé. Je pense qu'effectivement, juste 2 mots, pas plus. C'est vrai qu'il faut... on pense qu'on a un certain nombre de handicaps. C'est vrai que d'avoir 4 aéroports et 7 ports à assumer pour 300 000 habitants, si je fais court, ça paraît incroyable. Moi, je pense qu'il ne faut pas se poser ces questions-là. On les a. Comment on transforme ce handicap en valeur? Il faut qu'on transforme tous nos handicaps en valeur. Alors, quelques-uns n'ont peut-être pas une valeur compétitive, parce qu'il faut aussi que ce soit une valeur compétitive. Nous, on peut arriver à une demi-heure de l'aéroport, on peut prendre son hébergement tout de suite. Ce n'est pas le cas. Vous allez à Maurice, il vous faut 1h30 pour aller rejoindre l'hôtel. Et le deuxième sujet, c'est que si on va aller très court, parce qu'il y a des sujets moyens et long terme, l'étalement de la saison, ça va se faire sur pas mal d'années. Vous avez raison, il faut des équipements. Enfin, il y a tout un sujet sur lequel on travaille qui n'est pas simple. Mais très vite, aujourd'hui, on voit comment on fait pour étaler. Il n'y a que 2 éléments immédiats, et d'ailleurs ça marche d'ailleurs, c'est l'événementiel, effectivement, un événementiel, mais un événementiel pas local au local, un événementiel fort qui puisse, sur sa simple promesse, attirer des gens sur la Corse. Il y en a très peu qui le font, en sachant que cette année, on a un événementiel en moins qui va poser problème, c'est le Tour de Corse automobile qui, lui, a attiré du monde et qui va faire baisser les flux en avant-saison. Ça, c'est juste une fermeture de parenthèse. Et le deuxième élément, et là où ça marche, et là où on a besoin des chefs d'entreprise, c'est le secteur du MICE. Le MICE, c'est tout ce qui est meeting, congrès, incentive. Et sur ce secteur-là, on réussit plutôt pas mal, mais je pense qu'on a beaucoup de gisements. Si l'ensemble des chefs d'entreprise aujourd'hui, qui eux vont dans des séminaires pour leur propre boîte, qui ont des marques, etc., arriver à convaincre les gens des boîtes avec qui ils travaillent sur le continent, à l'étranger, à dire tiens, finalement, venez faire votre séminaire en Corse, et qu'on ait cette connexion. On n'a pas cette connexion entreprise. C'est très cloisonné chez nous. Le monde de l'entreprise, le monde du tourisme, le monde de l'environnement, le monde de... Je pense qu'il y a certainement un travail à faire ensemble, et il faut qu'on en prenne, nous, l'initiative, en venant vers vous, en disant comment pouvez-vous nous aider? Je ne sais pas, le séminaire Chafoto et Maurice, si quelqu'un est dans l'entreprise, vous le savez, vous allez tous dans des séminaires à l'extérieur, ou vous allez dans des réunions professionnelles, chaque fois qu'il y a un Corse dans la salle, c'est lui qui remporte la mise. Toute la discussion se fait autour de la Corse. Et je rêverais de venir, il faudrait que nous fassions un séminaire en Corse. Et vous rentrez tous dans les entreprises, et bien sûr, je vais y penser. Mais après, on est dans le quotidien et on n'y pense plus. La mécanique n'est pas organisée. Alors, on a un rôle aussi, c'est un rôle d'aiguillon, et essayer de faire changer les choses. On est là aussi pour ça. Alors là, Daniel Charavin, j'espère que le message passera en haut lieu par rapport à cette proposition de partenariat public-privé. Et je crois que c'est un peu la demande qui est générale et unanime. Donc voilà, vous avez déjà un rôle de messager important. Je crois qu'il y a Jean-Luc Michaud qui va de manière très courte, parce qu'on va passer au deuxième thème. Daniel a dit à peu près ce que je voulais dire en ce qui concerne l'événementiel, en ce qui concerne notamment l'incentive. Parce que c'est vrai que l'étalement de la saison, la diversification, la rentabilisation des investissements en matière hôtelière, etc., ça passe par là. Et la Corse, de ce point de vue, je confirme tout à fait, 1000 fois l'occasion de vérifier, je ne viens qu'une fois par an à Ajaccio, je suis désolé, mais tous les ans en Corse, c'est véritablement un gisement pour le tourisme en Corse. Et ce qui n'est pas dit, c'est l'outil. Là, vous faites appel à comment faire pour rassembler l'ensemble des acteurs sous l'égide de la collectivité territoriale et de l'agence, évidemment, qui est son bras armé. Je crois que c'est en effet indispensable, au point où vous en êtes, me semble-t-il. Et là, je me permets d'intervenir sur le cas Corse. Pardon. Il me semble qu'il faut à la fois satisfaire la plupart des acteurs, si ce n'est la totalité des acteurs, parce que tout projet suscitera inévitablement, comme ailleurs, des jalousies, des frustrations, parce que celui qui n'en bénéficiera pas sera nécessairement opposé. Donc il faut anticiper tout cela. Il y a des procédures pour cela, il y a des méthodes pour ça, on les connaît, Daniel les connaît, c'est ce qui s'appelle le schéma régional de développement du tourisme. Et on l'a expérimenté dans un certain nombre de régions, au-delà de ce qui constitue simplement la stratégie, qui n'en est qu'un des éléments. Et par rapport à ça, je suis à votre disposition pour prolonger cette discussion, parce que je pense que réunir dans leur transversalité l'ensemble des acteurs publics et privés, ça suppose des mécanismes délicats, mais efficaces, si on les mène bien, et avec des effets mesurables sur la durée qui permettent de sanctionner positivement les avancées pour progresser.
à partir d'objectifs définis en commun et auxquels l'ensemble adhère, y compris sur le thème de Napoléon, pourquoi pas, dès lors que l'ensemble des acteurs en seront bénéficiaires directement ou indirectement. Merci pour cette offre qui est quand même un beau cadeau. Donc, je dis au nom de l'Institut français du tourisme, Oui, oui. nous avons travaillé sur différents rapports, y compris celui de la connectivité aérienne des territoires, sur le problème des aéroports. On a fait un très gros travail là-dessus à la demande du ministère des Affaires étrangères. Je vous les fais passer. Et d'autres sujets qui sont à votre disposition. L'IFT, de ce point de vue, est à vos côtés si vous le souhaitez. Eh bien, si le premier débat du Hub Éco permet d'ouvrir sur une telle démarche, finalement, on aura plutôt réussi le pari et l'objectif qu'on s'était fixé. Malheureusement, on est obligé de faire un peu les gendarmes et de passer au thème suivant, mais finalement qui est transversal et qui va être une continuité. L'utilisation du numérique aujourd'hui place la Corse face à une concurrence qui est de plus en plus large. On l'a rapidement évoqué, la clientèle internationale peut être une opportunité pour la Corse. De ce point de vue-là, du coup, l'utilisation du numérique peut être une chance, comme il peut être un handicap. Comment on fait pour surmonter le handicap et en faire une chance de l'utilisation du numérique? Parole alphabétique. Allez, Daniel Charavin. L'utilisation du numérique. Ça tombe bien, je suis ravi que ça tombe sur moi. Non, en fait, C'est-à-dire le tourisme 2.0, quoi. Oui, effectivement, vous avez complètement raison. Le numérique, et d'ailleurs c'est dans le tourisme que dans le monde, c'est le secteur qui était le plus impacté par le numérique. Ça veut dire qu'il faut que les systèmes se mettent en adéquation avec ces évolutions. Et il n'y a pas que les opérateurs touristiques, il y a aussi les institutions touristiques qui doivent faire aussi leur mutation. Et ça, c'est toujours extrêmement compliqué parce que les gens, d'ailleurs, que vous avez dans les entreprises touristiques, comme les gens qui sont chez moi, dans mon agence, ben, quand ils sont rentrés à l'agence, ils n'étaient pas rentrés pour ça, ni pour travailler sur ce type de sujet. Et tout le monde n'a pas nécessairement ou évolué, ou envie d'eux, ou capacité à, etc. Évidemment, les jeunes qui débarquent aujourd'hui sont totalement agiles, ils sont nés avec le numérique. Voilà, donc il y a une vraie révolution à faire, y compris dans les infrastructures, parce qu'on a tous des personnels. Moi, j'ai des personnels dans une institution, mais l'hôtelier a des personnels aussi. Il faut donc que tout le monde se mette en mouvement. La communication, c'est plus. On nous demande tous, chaque fois que je passe quelque part, on nous dit mais vous n'êtes pas à la télé. La Corse cette année, c'est un moins bien marché, c'est un problème de communication. Je dis, non, c'est pas un problème de communication. En communication, on est très haut, toujours très haut. La question, c'est que la connectique entre l'envie et l'arrivée, on n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que 80% de nos budgets, alors qu'ils étaient sur de la télévision, sur des médias traditionnels de l'affichage, aujourd'hui, c'est du numérique. Donc, il faut qu'on soit très bon là-dedans. Pour qu'on soit très bon, il faut commencer par avoir des tuyaux partout. C'est-à-dire, il faut que tout le monde soit connecté. C'est-à-dire, et quand on fait la route, je pense que Jean-Pierre, tu as fait la route, je ne sais pas si tu téléphones en voiture, moi ça m'arrive en permanence, ça déconnecte toutes les 2 minutes, y compris ici à l'aéroport, en faisant la courbe. Donc là, il faut sécuriser. Mais là, je crois que le plan est parti, et il y a une volonté publique d'installer, ça c'est le public, installe l'ensemble des réseaux, avec les opérateurs privés, bien entendu. Donc ça, c'est un premier sujet. Aucun touriste aujourd'hui, les touristes de demain, ne viendra dans un endroit. La première chose qu'ils demandent en arrivant au desk, c'est « donnez-moi le code Wi-Fi ». Est-ce que vous avez le code Wi-Fi? Bon, parce que tout se passe comme ça, on fait tout avec. Il y a un établissement qui vient de s'ouvrir à Ajaccio, juste à côté, qu'on a été visiter avec mes collaborateurs. Il n'y a plus de comptoir. Ils sont avec un téléphone portable et on ouvre les portes on peut ouvrir les portes avec téléphone portable et même la facture arrive sur le portable. Ça s'ouvre et c'est Ajaccio 2020, donc on sait faire. Mais ça, c'est l'avenir. Comment aujourd'hui imaginez la révolution pour l'hôtellerie familiale indépendante qui n'a pas suivi ces mutations? Ça va être compliqué. Parce que même s'ils ont le numérique, ils font un vac-site qui est moyen, etc., là aussi, il faut faire des vrais sites qui donnent la vie. La première chose que je vois sur un site internet, des hôtels qui n'ont pas l'habitude, ceux qui ont l'habitude savent très bien faire, ils sont excellents. Ils revendent la Corse. C'est-à-dire qu'ils ont la Corse, un paysage entre mer et montagne. Vous le voyez, il y a la première pendant 5 minutes, on nous revend la Corse. Et j'ai dit, attendez, s'il est déjà sur le site de votre hôtel, c'est déjà qu'il a envie de venir en Corse. Vendez-lui votre hôtel. Ça ne sert à rien de rebalancer. Donc il y a toute une... Voilà, il faut effectivement. Est-ce qu'il y a une formation des chefs d'entreprise dans le domaine du tourisme? Oui, je pense que les chambres de commerce s'en occupent, non? Il me semble-t il. Les organismes patronales aussi font beaucoup ça. Donc ça arrive. Mais là où on est frappé de frontal en numérique, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, on peut tout à fait concevoir qu'il y a des niches où justement le numérique, l'antinumérique peut être un sujet touristique. Oui. Aujourd'hui, on peut aller dans des endroits en disant je vais aller sur Capot, faut-il mettre du numérique à Capot? C'est le débat aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûr qu'à Capot Defense, ça soit c'est une idée excellente aujourd'hui pour la sécurité. J'entends bien, y compris dans les refuges. Mais peut-être que finalement, c'est pas mal d'aller dans des endroits où on n'est pas
connectables. Et il y a des niches qui vont, et de plus en plus d'ailleurs, qui sont à la recherche justement d'endroits totalement déconnectés. Mais enfin, soyons raisonnables. L'ensemble, la majorité, on ne va pas faire une stratégie là-dessus. Oui, bien sûr, évidemment. Mais ce sont des niches, ce qu'on appelle vraiment de la niche de la niche. Là, sur la partie connectivité, la question, c'est comment on fait. Nous, quand on voit la difficulté, nous, on est en train de mettre en place un système d'information touristique, que tout le monde parle le même langage, avec les mêmes codes et les mêmes moyens. On a une difficulté incroyable à faire adhérer les gens, et on paye tout, à faire adhérer, y compris les micro-régions. Certaines ont compris qu'il fallait venir se connecter, d'autres disent non, moi je vais rester dans mon coin et avec mon propre service, mon bocal, mon poisson rouge, mon petit truc. Donc il faut aussi qu'il y ait des révolutions institutionnelles. Les gens, il faut qu'ils apprennent qu'une destination, ça ne peut être que la Corse globalement, mais ça ne veut pas être d'un côté, je ne sais pas, la côte orientale, on ne peut pas balkaniser l'île. On est déjà faible sur des marchés. L'idée, c'est comment on met en place des systèmes d'information partagés par tous. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Et le numérique, c'est aussi la donnée. Et là, grâce au numérique, ce soir, je sais vous dire combien il y a de personnes qui dorment dans des Airbnb, à quel prix, où ils sont géolocalisés. On le sait sur toute la Corse. Donc, voilà, la CDC, Oui. La CDC justement a des projets, parce on fait des constats, maintenant il faut parler un peu des projets et de l'avenir. Est-ce qu'il y a des projets justement pour que ces chefs d'entreprise dans le domaine du tourisme, les hôteliers, etc., les restaurateurs, justement entrent complètement dans ce 2.0 et puissent travailler d'une manière optimale? Alors beaucoup sont déjà rentrés mais vous dites, et pourraient même nous donner quelques leçons. Est-ce que vous avez les financements pour cela? Alors, effectivement, il y a des aides qui sont versées. De toute façon, les deux grandes aides qu'il y a, que ce soit nous, les FEDER, enfin tous les fonds qu'on peut gérer à l'Europe, à la collectivité et autres, ils sont axés sur deux angles. Tout ce qui concerne effectivement le développement de l'écotourisme, tout ce qui est écologique, etc., et le numérique. Ce sont les deux axes qui permettent aujourd'hui d'avoir un accès relativement facile, fluent au financement. Pour une entreprise privée, vous savez que le financement ne peut pas dépasser, public, en tout cas ne peut pas dépasser 50% du montant, parce que sinon, effectivement, on déséquilibre, en tout cas, c'est les règles européennes, mais ça peut aller jusque-là, pratiquement. Pour le public, par contre, ça peut aller beaucoup plus haut. Donc oui, il y a des financements aujourd'hui, et très honnêtement, nous avons une ligne, et j'ai un collaborateur dans la salle ici, qui est la ligne aujourd'hui, outils numériques, essayer de progresser là dans tous les projets, y compris les études et l'ingénierie. Elle n'est pas beaucoup consommée. C'est-à-dire que soit on n'est pas bon pour la vendre, soit c'est possible, et il y a certainement une partie de ça, soit alors, c'est pas la priorité pour pas mal. Nous pouvons faire la publicité, nous avons notre directrice de la publicité, donc nous sommes prêts à vous recevoir pour promouvoir ces produits. Tout ce qui est innovation est financé, est très largement financé. Et il reste des lignes pour de consommation. Sur la question du numérique et surtout la conquête de la clientèle à l'international au travers de cet outil. Oui, Daniel a déjà été très complet sur ce point. Je peux ajouter que, d'une part, aujourd'hui, une part importante, croissante, passe par les plateformes numériques mondialisées. Ça pose évidemment un problème d'orientation des flux, puisque très largement, ce sont ces groupes j'allais dire internationaux anglo-saxons, qui déterminent largement les flux touristiques à venir, de par un certain nombre de choix dont on pourrait reparler. Donc par rapport à cela, il y a aussi intérêt, dans la ligne de ce que vient de dire Daniel d'ailleurs, à ce que la commercialisation puisse se faire le plus en direct possible, ou du moins à partir de groupements, comme ça se fait dans certaines régions, qui, soutenus ou portés par l'agence régionale ou départementale, permettent de fédérer l'offre. Et fédérer l'offre, à mon avis, là, ça rejoint un problème plus opérationnel, non pas seulement par hébergement, activité, etc., mais sur des produits forfaitisés. Je crois que l'un des leviers sur lesquels peut jouer une meilleure commercialisation, une meilleure attractivité, une meilleure lisibilité de l'offre, c'est aussi une offre sur certaines destinations, du moins, enfin certains marchés, de produits forfaitisés. On peut parler du golf, on peut parler de l'incentive, il y a d'autres exemples possibles qui permettent justement... Donc le numérique, c'est aussi cette facilité. Sur l'observation, je suis complètement d'accord. Avec Orange ou d'autres, il y a des moyens de... Ce que nous avons également préconisé à l'égard du gouvernement, c'est de développer maintenant un système de statistiques beaucoup plus largement numérisé, fondé sur des enquêtes comme celles que vous menez périodiquement, dites aux frontières, c'est-à-dire aux arrivées, etc., en éléments de cadrage et de cadrage, pour ensuite se fonder très largement sur le numérique et d'avoir une forte réactivité, quasiment à la journée, comme Daniel l'a dit, de suivi des clientèles, et donc aussi de modélisation pour des anticipations et des effets marketing qui peuvent être extrêmement fructueux dès lors qu'on qualifie
en effet, les clientèles de manière plus fine qu'on ne le fait aujourd'hui. Et puis, enfin, sur l'e-réputation. L'e-réputation, qui est un élément extrêmement fort, qui remplace en grande partie ou complète le bouche à oreille classique, au-delà du rôle des institutionnels, des opérateurs comme les agences, etc., l'e-réputation. Et là, on touche les réseaux sociaux, on touche donc une dimension qui est croissante là aussi, en importance, et en approche individualisée du client. Donc je pense qu'il faut penser à tout cela, et mieux utiliser aussi les réseaux sociaux, ce qui est certainement fait par l'agence, par un certain nombre d'opérateurs aussi sur le terrain, mais de manière à ce que l'e-réputation soit mieux coordonnée aussi en termes de visée d'image de la destination sur les grands marchés émetteurs, y compris pour rendre la Corse comme un marché d'évidence, une destination d'évidence attractive, où la sécurité est constamment améliorée, où l'attractivité est mieux justifiée chaque jour, et où la fréquentation peut dépasser le cœur de saison du mois et demi, ou même des 5 mois. Je voudrais ajouter un point sur la formation, peut-être qu'on déborde sur le point suivant, je ne sais pas, non, mais allez-y. Sur ces sujets, il faut naturellement avoir les spécialistes, ou du moins les personnes formés ou reformés, aussi bien des responsables d'établissement que des responsables, je dirais, administratifs ou des opérateurs, y compris au desk, etc., qui soient adaptés aux nouvelles fonctions qui sont les leurs, dans un système qui évolue rapidement, profondément, structurellement, culturellement. Par rapport à ça, la formation, là aussi, il y a des moyens, des ressources, et il faut trouver les moyens d'appétence pour que ceux qui seraient, et en priorité, les habitants de la Corse, capables, non seulement dans une meilleure relation client, ce qui rejoint les problèmes culturels et d'articulation entre les visiteurs et les visités, que les Corses soient eux-mêmes mieux en mesure, dans une position, j'allais dire, d'ambassadeur invitant, d'accueillir en effet les touristes. Aujourd'hui, les deux clés, me semble-t-il, d'attractivité d'une destination, c'est en termes de réputation, son attractivité, en termes d'accueil, en termes de qualité de la relation client, et d'autre part, la richesse et la différence de son patrimoine dont on vient retirer. Voilà. Si l'on agit sur ces deux leviers, je pense qu'on a de bonnes chances d'utiliser dans le numérique une bonne partie de ce qu'il peut produire. Alors, vaste sujet. D'abord, je commence par une anecdote. Il y a 3 ans de ça, je me suis aperçu que si le café n'était pas très chaud le matin à mes clients, bon, ils ronchonnaient un petit peu, mais sans plus. Mais s'ils n'avaient pas le Wi-Fi, c'était un drame. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé la fibre optique de très haut niveau. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et je peux vous dire que tous les matins, je vois que tous mes clients ont le sourire. Et puis, alors, j'ai interrogé un de mes clients un jour et je lui ai dit, mais dites-moi, la fibre optique, le Wi-Fi, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, écoutez, monsieur Pieni, nous sommes addicts, c'est une drogue, donc ne posez pas de questions, nous, il nous faut le Wi-Fi, voilà, c'est tout. Donc ça, c'était pour illustrer les propos de... Alors, c'est un vaste sujet, pourquoi? Parce que la porte d'entrée d'une destination aujourd'hui, c'est l'agent de réservation. Et c'est l'outil qu'il a dans son écran. Que ce soit pour l'aérien, car il va avoir proposé le meilleur prix, la meilleure place, que ce soit pour nous hôteliers, car la réservation aujourd'hui, quand on reçoit une demande, on reçoit pas. On pense que le client a fait une demande de réservation dans un hôtel. Non, il en a fait 8, 10, 12 en fonction de l'heure, de sa disponibilité. Si c'est son épouse qui a plus de loisirs et qui a fait la réservation pour aller, mais il va faire une réservation dans plusieurs pays, dans plusieurs destinations et dans plusieurs hôtels. Donc, on a un temps très court, imparti, pour lui faire la meilleure réponse aux meilleures conditions. Et c'est ça où le numérique intervient. Et aujourd'hui, on va même sortir du numérique. Puisque vous savez, le jour où Steve Jobs a promené son doigt sur un écran en disant « avec le digital, je changerai la face du monde », ça fait à peine que 11 ans. Hein. Donc vous voyez la progression qui s'est faite depuis. Donc qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est donc la vitesse à laquelle on doit analyser la demande, on doit la traiter, d'une part. Donc l'agent de réservation dans nos hôtels, mais ailleurs aussi, devient la personne la plus importante de l'entreprise. Le directeur, il peut être sympa, pas sympa, on le voit souvent, on le voit pas souvent, le propriétaire, mais bon, c'est une chose. La cuisine, bon. Mais l'agent de réservation, c'est pour ça que je vous suis, et je pense que la formation aujourd'hui sur cette île, on doit porter l'accent sur des spécificités, et je dirais même pas de la formation, parce que la formation, il y a des centres, il y a des AFPA, il y a des trucs. Dès qu'on rentre dans le sujet de la formation encore, c'est toujours un pataquès, parce que qui va former, qui va faire, qui va financer. Non, je pense qu'il faut faire un gros effort, c'est de la remise à niveau. Quand on
emploie des gens qui déjà ont la fibre sur des sujets X ou Y, il faut faire un gros effort et mettre de gros moyens sur la remise à niveau à la fois permanente et à la fois la formation de base pour les gens qui sont très jeunes et qui veulent... Parce qu'avec cette formation, on va leur faire aimer nos métiers. Aujourd'hui, le problème qu'on a dans nos métiers du tourisme, c'est que souvent, ils arrivent et ils n'adhèrent pas trop. Alors, tout de suite, ils repartent sur des emplois publics, sur des emplois qui, quelque part, leur conviennent le mieux parce qu'ils l'appréhendent mieux. Donc, c'est là où il y a un gros effort à faire. Et puis... Pour revenir, je fais une petite truc vers Daniel. Je crois que Daniel, le moment est venu de réfléchir à une filiale de l'ATC avec une création d'un outil public-privé dans lequel nous deviendrons nous aussi acteurs avec le politique, avec peut-être une partie du personnel de l'ATC qui aura été choisi, dans lequel on pourrait faire une structure appropriée aujourd'hui aux besoins de la Corse, et lesquels nous, socioprofessionnels, nous deviendrons adhérents. Car c'est bien beau de dire il n'y a rien qui se fait, mais à un moment donné, il faut peut-être que nous aussi, on fasse notre révolution culturelle, qu'on sache exactement ce qu'on attend et ce qu'on veut, et qu'on participe aussi. Donc voilà, ça c'est une idée que j'envoie comme ça aujourd'hui. Et que je transmettrai sans aucune difficulté. Et puis je terminerai par... Nous reprendrons demain dans le colonne et sur notre site, bien entendu. Je terminerai par la réflexion de Hopkins qui disait « J'espère que l'intelligence artificielle ne va pas dépasser l'intelligence humaine ». Voilà. Donc, on n'est pas loin. Là. Juste un aspect vraiment très court là aussi sur la partie numérique. Finalement, ce numérique, c'est une énorme chance pour la Corse parce que sinon, une île comme nous n'aurait pas les moyens, très honnêtement, vu notre offre hôtelière, notre infrastructure, aujourd'hui de dépenser des millions d'euros dans des campagnes de communication. La Sardaigne a 20 millions d'euros de budget de promotion. 20 millions d'euros, n'aurait pas les moyens d'aller sur les médias traditionnels. L'accès à la télévision, c'est 1 million 500 000 euros si vous voulez être visible pendant quelques temps, à condition d'être visible. Maintenant, on peut se faire plaisir en faisant un truc sur une télé périphérique. Donc, c'est extrêmement cher la communication. Et grâce justement à Internet, en étant habile, en étant malin, en allant chercher des partenariats, parce qu'en direct, on arrive à faire des choses, mais le mieux, c'est quand on travaille avec les réseaux et autres, avec des partenariats. Exemple très concret en ce moment, personne ne le sait parce qu'en fait on ne communique pas en Corse là-dessus, mais on a des partenaires on a un axe qui est l'outdoor, tout ce qui est segment d'activité de nature, parce qu'on pense que c'est un élément qui peut tirer le hors-saison. Évidemment, chez nous c'est faisable. On fait de l'outdoor essentiellement au printemps, du kayak, etc. Donc on essaie de pousser là-dessus, cette offre-là, à l'international. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait seul? On ne va pas faire grand-chose. Et bien on est allié à des grands magasins d'outdoor dans les pays qui travaillent avec nous, qui sont très contents d'adosser leur image à la Corse. Et eux, par là, c'est dans leur réseau, par là que ça va par capillarité. De la même manière, nous avons fait une campagne de relance. On voyait que les ventes ne marchaient pas terrible sur le transport. On a fait une campagne seule, on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On était chercher Amadeus, on cherchait des grands réseaux qui, eux, ont le nom de la personne pour que l'information soit donnée directement au client qui, lui, voyage, et en disant non mais ça revient pas à la TC qui va redonner, non, ça va aller directement aux compagnies. Donc en fait on fait un rôle de go-between finalement, où on essaie de trouver des partenaires qui vont démultiplier les choses, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et des partenaires, il y en avait peut-être pas beaucoup il y a une certaine année, parce que la Corse, adosser son image à la Corse, c'était pas toujours productif pour l'entreprise qui souhaitait s'y adosser. Donc elle avait envie de le faire, mais j'ai rarement vu les parfums de Grasse, les grands parfumeurs, venir s'adosser à la Corse, et pourtant ils prennent leur immortel souvent ici. Ça, le monde a changé. La Corse devient au contraire bankable maintenant, et même pour des grandes entreprises. On a vu Bosch lorsqu'on a lancé le nouveau circuit, la GT20, la grande traversée de Corse en Automobile. C'était quand même le PDG international de Bosch qui est venu la lancer et qui a dit mais moi je suis prêt à mettre mes entreprises, parce que nous on a une dimension écologique qu'on veut mettre en avant, et nous la Corse derrière ça nous intéresse. Donc vous imaginez comment on peut par capillarité accéder, à condition de faire ça par niche, hyper pointu. C'est un marketing de combat, mais très, très, très ciblé, parce que, globalement, voilà, on ne saurait pas faire. Enfin, un petit tour dans la salle. Avant de conclure, on fera une conclusion. Oui, Pierre Pouliez, sur ce thème-là du numérique. Ah ben oui, c'est ça. Je vais vous demander d'être un peu concis, parce qu'on arrive au bout. C'est un peu sa partie. Allez-y. Ça va marcher. C'est quand même plus de 40 ans que c'est mon métier. Oui, c'est ça. Pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors, pour vous donner juste une petite idée, enfin deux chiffres. D'abord, on parlait tout à l'heure
de l'information. Certains se plaignaient, Jean-Pierre se plaignait d'être tout le temps coupé quand on était là. Donc, vous savez que le premier mobile, je ne parle pas bien sûr des systèmes archaïques de Radiocom 2000, mais le premier mobile, les premières liaisons en Corse ont été ouvertes et mises en service en 92, il y a 27 ans. D'accord? Donc vous voyez un petit peu, si ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de 4 ans, 5 ans, 10 ans. La révolution, elle est en marche depuis pratiquement 30 ans. Donc il serait peut-être temps de s'y mettre, hein, effectivement. Quand on parle de e-marketing, quand on parle de e-commerce, il est quand même assez incroyable de savoir que la moitié des échanges économiques mondiaux, aujourd'hui, se passent sur le web. Parce que ce qu'on appelle numérique, c'est en fait le web, c'est le transport de l'information qu'on a numérisé. Hein. Donc, plus de la moitié des échanges économiques mondiaux se passent sur le web. Et en 2030, on aura dépassé les 60% des échanges économiques mondiaux sur le web. Donc ça veut dire que c'est quand même un fait majeur de société mondiale qui se passe, qui s'est passé. Il faudrait quand même s'y mettre. Et pour s'y mettre, il faudrait commencer quand même par le BABA. On parlait tout à l'heure de formation. On n'a pas de formation en marketing, on n'a pas de formation réelle sur le web. On est totalement déstructuré. Pourtant, pour une île entourée d'eau, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même une chance formidable. C'est vraiment le moyen, par la dématérialisation, par le transport d'informations, de se faire reconnaître, de se faire identifier et d'échanger avec le reste du monde. Alors, effectivement, il y a des politiques publiques à mettre en place, et très rapidement, parce qu'il y a du temps à rattraper. C'est pas 1 ou 2 années qu'il faut rattraper, c'est 30 ans qu'il faut rattraper. Et je suis un fervent partisan, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre tout à l'heure, effectivement, d'allier étroitement les démarches publiques et privées. Et quand je dis étroitement, c'est pas de se voir comme ça de temps en temps ou d'échanger de temps en temps, c'est de se retrouver dans les mêmes structures, hein, et de faire des choix communs et assumés des futurs politiques, des développements des futurs politiques en la matière. Président du MEDEF, par rapport à la proposition faite par Jean-Pierre Pinet concernant justement cette structure nouvelle à l'ATC, alliant public-privé, pour non pas être consultant, mais être décideur. Est-ce que c'est peut-être un tournant que la Corse doit prendre aujourd'hui ? C'est évident que c'est un tournant que la Corse doit prendre aujourd'hui, et je regrette d'ailleurs qu'on ne l'ait pas encore fait. Mais on ne va pas regarder derrière, regardons devant. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, moi aujourd'hui je crois en l'intelligence collective. Plus on est nombreux, il ne faut pas non plus qu'on soit 40, plus on est nombreux à réfléchir, plus on est de différents secteurs d'activité, et mieux on réfléchira, et mieux on se projettera sur les années à venir. Aujourd'hui, si on ne travaille pas ensemble, si on travaille chacun dans notre coin, c'est pas possible que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, oui à l'intelligence collective, et moi j'appelle de mes voeux aussi de la même manière ce que demande Jean-Pierre, c'est-à-dire qu'on puisse créer une commission de l'ATC ad hoc avec des transports, avec tous les acteurs du tourisme autour de la table, et qu'on puisse avoir cette réflexion globale des ports, des aéroports, du réseau routier, de l'offre patrimoniale qu'on peut faire, du numérique aussi, parce que le numérique aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, les échanges commerciaux mondiaux passent par le numérique. Toutes les entreprises, l'hôtellerie peut-être un peu plus parce que c'est une image ouverte à l'extérieur, mais toutes les entreprises ont un site internet, toutes les entreprises travaillent par internet, et aujourd'hui on a un problème de tuyaux. Donc il y a un investissement fort qui est fait actuellement. On l'attend avec impatience parce que moi je le vis tous les jours dans mes entreprises, et je pense que vous le vivez tous, c'est les difficultés de connexion Internet et la lenteur de la connexion. Quand je vais sur le continent, que je me connecte sur l'ordinateur d'un collègue, je suis stupéfié par la vitesse. J'ai l'impression qu'on est toujours au début d'Internet, où quand on ouvrait une image, elle venait tout doucement comme un Polaroid quand on le développait. Non, mais j'exagère un peu, mais c'est certain que c'est un handicap supplémentaire. Après, ce qu'il y a de sûr aussi, c'est qu'il faut mettre en place une formation, une information, une mise à niveau, on l'appelle comme on veut, mais sur le numérique. Il faut qu'on comprenne tous que le numérique, c'est, j'allais dire demain, non, c'est aujourd'hui, en fait. Le numérique, c'est aujourd'hui, et il faut qu'on se mette tous à la page du numérique, sinon on va être en retard. L'hôtellerie, le disait Jean-Pierre, a évolué en 10 ou 15 ans. Moi, je dois vraiment féliciter le travail de professionnalisation qui a été fait dans ce domaine-là. Maintenant, il faut passer le cap du numérique, comme d'ailleurs c'est le problème pour toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui ont du mal à se remettre en question, se remettre à niveau. Donc voilà, c'est un travail général là par contre sur le numérique. Mais je suis persuadé que l'avenir passe par Internet, et d'ailleurs on est tous connectés.
tes clients sont addicts. Je pense qu'ici, on peut tous le reconnaître. On est addict au portable. Moi, demain, c'est la seule chose qui me fait remonter à la maison si je l'oublie. Sinon, j'oublie mes clés de bureau, je me débrouille autrement. J'oublie mes cartes bleues, ben, je me débrouillerai. J'oublie mon portable, je remonte à la seconde. Voilà. J'ai aperçu du reste que tu t'es levé tout à l'heure, Et tu as vraisemblablement bien parce vu que... Exactement. Oui, attendez, une question. Là, Allez-y, oui, allez-y. je vous en prie, madame. Bonjour, oui, je voudrais intervenir sur la formation. Présentez-vous. Voilà, Madame Leroy. Donc, je représente l'AFPA. D'accord. Et aujourd'hui, justement, je suis là aussi pour représenter la collectivité, puisque nous sommes financés en partie par la collectivité, et donc sur la formation professionnelle. Formation professionnelle des adultes, bien entendu, et dans le cadre du tourisme et surtout du numérique, il y a des formations qui sont mises en place sur le territoire et qui sont vraiment portées, et non pas que par l'AFPA, mais aussi par nos autres partenaires organismes de formation. Donc il y a des formations. Après, par contre, il y aurait peut-être à travailler ensemble sur des remontées de besoins de formation dans les domaines, c'est-à-dire là, actuellement, aujourd'hui, le tourisme, et de savoir comment on peut justement mettre en place des formations qui vont être plus spécifiques dans le monde du tourisme, pour les adapter à nos demandeurs d'emploi et à nos saisonniers qui, eux, viennent et sont en demande de formation, pour lequel nous, on peut répondre. Mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin de travailler avec les professionnels pour savoir quels sont vraiment vos besoins en termes de remise à niveau, puisque j'ai entendu le mot remise à niveau, mais pour moi, c'est remise à niveau, c'est perfectionnement, c'est complément de compétences que l'on doit vraiment mettre en place et réfléchir ensemble. Voilà. On arrive au même constat, c'est toujours le partenariat public-privé qui va faire avancer les choses. Et là, on s'en aperçoit aussi. Merci en tout cas de votre intervention. Première conclusion, après on fera un petit tour de table. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Oui, Jean-Luc Michaud voulait rajouter une chose. C'est en même temps une réponse à la suggestion qui me paraît excellente de madame, de l'AFPA. Le gouvernement, lors du dernier comité interministériel du tourisme, au mois de juin dernier, je crois le 19, a pris une décision et a chargé l'Institut français du tourisme de constituer avec l'ensemble des partenaires de l'hôtellerie, des agences de voyage, des transporteurs, etc. Donc il y a 30 partenaires autour de la table au niveau national pour constituer une plateforme numérique chargée de rapprocher les emplois au sens des demandeurs d'emploi et des employeurs et la formation, de manière précisément à faire remonter les besoins des entreprises et les attentes aussi des demandeurs d'emploi ou de ceux qui sont déjà dans l'emploi mais souhaitent évoluer dans la filière au sens large du tourisme à partir d'une mise à niveau de leurs compétences. Et cette plateforme est en cours d'élaboration avec l'ensemble des partenaires. Nous avons d'ailleurs un prochain comité de pilotage dans quelques jours, de manière à ce qu'elle soit opérationnelle avant l'été prochain. Naturellement, cette plateforme, et c'est l'avantage du numérique qui permet de désenclaver les différentes régions par rapport aux autres, elle sera à la disposition de tous les professionnels, mais aussi de tous les territoires et de toutes les régions. C'est-à-dire que si la Corse souhaite, à travers ses partenaires et son agence, jouer un rôle un peu pilote peut-être, dans la manière dont on peut rapprocher l'ensemble des acteurs via une plateforme évidemment numérique, j'y insiste, ça va de soi, de manière à avoir le plus de souplesse et de réactivité possible sur les transmissions d'offres, etc., avec l'ensemble des partenaires aussi qui regroupent les employeurs, naturellement. Nous avons, d'ailleurs, Roland Aiguy est un des qui devait venir, est un de nos amis les plus proches pour le montage de cette plateforme dans le domaine de l'hôtellerie. Ce n'est pas le seul. Nous avons les deux grandes fédérations hôtelières avec le GNI aussi, enfin Sinorcat. Bref, nous avons tout le monde dans cette plateforme, y compris en réceptif, mais aussi les transporteurs, etc. Donc, à votre disposition sur ce sujet aussi, pour voir comment concrétiser des propositions qui auront pu être faites aujourd'hui et sur lesquelles nous pourrions vous accompagner. Nous avons l'ambassadeur de choix. Eh bien, merci beaucoup pour cette nouvelle proposition. Je pense que le sujet est tellement vaste et il y a tellement de choses à dire, à débattre et à réfléchir qu'on pourrait discuter la journée entière sans l'avoir totalement épuisé. Mais malheureusement, il va falloir que nous dirigions vers la conclusion. Avec une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un cocktail qui vous attend et donc vous allez pouvoir boire et vous restaurer.
Avant de porter une conclusion très rapide à tout ce qui s'est dit, je voudrais remercier le Sofitel pour son accueil, parce que le Sofitel nous permet aujourd'hui et nous accueille dans ce lieu privilégié pour qu'on puisse organiser ce premier débat. Donc un grand merci au Sofitel et au personnel du Sofitel qui se rend disponible depuis plusieurs jours pour l'organisation de ce débat. Si on doit retenir des éléments clés de tout ce qui s'est dit. Je crois qu'il s'est dit énormément de choses, mais il y a une chose qui me frappe dans tout ce que j'ai entendu, c'est que pendant longtemps, quand on parlait du tourisme, on parlait de divertissement, on parlait de soleil, on parlait de plage. Or là, le fil conducteur, de manière presque unanime, a beaucoup tourné autour de la nécessité du développement de l'offre culturelle. Ça a été à peu près dans la bouche de tous les intervenants, volontairement, involontairement, inconsciemment ou consciemment. Mais ça m'a beaucoup frappé parce que c'est vraiment une manière tout à fait nouvelle de discuter du tourisme. Concernant l'utilisation du numérique, j'ai noté que finalement, pour tout le monde, c'est beaucoup plus une chance pour la Corse qu'un handicap. Et donc, on peut se dire que finalement, en mettant les moyens et les volontés au service du développement de l'offre à travers le numérique, on doit avoir la possibilité de surmonter tous les handicaps et toute la concurrence qui pourrait venir de là, d'autant avec les atouts que présente la Corse. Et puis, il y a une chose qui est ressortie de manière fondamentale dans ce débat, c'est le besoin de mise en réseau des acteurs et d'une conciliation ou d'un travail commun et collectif public-privé. Mais finalement, ce débat a permis aussi de voir poser sur la table des propositions qui m'ont l'air tout à fait concrètes, en espérant qu'elles vont se poursuivre et voir le jour, puisque finalement, il y a des propositions qui ont été faites et qui ont été plutôt bien accueillies de la part de l'ensemble des acteurs. Et donc, nous suivrons tout ça de près et on espère être informés si tout ça se met effectivement en ordre de bataille, parce que peut-être que la solution et les solutions pourront naître beaucoup plus facilement de cette mise en réseau. Et c'était aussi l'objectif de ce Hub Éco et de cette première matinée. Je vous remercie tous de votre participation et je vous invite à nous rejoindre dans la salle de restaurant pour la suite et le cocktail.